Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Il faut prendre en considération trois choses qui me semble-t-il sont importantes. La première question, c'est que n'oubliez pas, en octobre 2013, il y aura des élections au Chili. Il vient d'y avoir des élections législatives et la droite, représentée par M. Piñera, a perdu ces élections-là. Donc, il y aura ces questions-là. Deuxièmement, plus important, n'oubliez pas que 2013 sera le 40e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende au Chili. Et troisièmement, n'oubliez pas que suite à ce coup d'État de 1973, le Chili a devenu, disons, les phares du libéralisme en Amérique latine avec les politiques libérales qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. En même temps, il y aura des autres procès en Amérique latine. On a vu déjà ce qui se passe côté européen. Mais côté Amérique latine, il faut se rappeler que le mois de février aura des élections en Équateur, que pour l'instant, on ne sait pas que va-t-il se passer avec Hugo Chávez au Venezuela. Non? Donc, c'est une situation assez mouvementée en Amérique latine, dans laquelle, je cite la question institutionnelle, mais surtout, il y a énormément de mouvements sociaux, syndicaux, paysans, via campesina, etc., qui luttent justement pour proposer, pour tisser de nouvelles alternatives. Et c'est pour ça que nous, en tant que des organisations qui considérons qu'il est nécessaire d'offrir ou proposer des discussions alternatives, nous sommes là pour parler avec vous. À ranimer le cadavre, tentant d'insuffler un souffle de vie libéral à un modèle que le libéralisme lui-même a conduit au trépas. Néanmoins, nous ne sommes plus en 1992 lorsque Francis Fukuyama proclamait la fin de l'histoire, et l'on peut peut-être déjà mesurer certaines des évolutions qui nous séparent du moment unipolaire dont je viens de parler. Notamment l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, l'émergence également de projets alternatifs au néolibéralisme. En Amérique latine, le Nouveau Monde voit apparaître un géant, le Brésil, et un foisonnement d'idées pour imaginer un après-néolibéralisme que les latino-américains ont appris à découvrir avant les autres. Parmi ces idées, je souhaite ici m'intéresser tout particulièrement à celle de l'intégration régionale. C'est un vieux projet, déjà formulé par Simon Bolivar, un projet également promu un temps par les néolibéraux de Washington, sous la forme d'un immense marché unique couvrant le continent de l'Alaska à la Terre de Feu, la zone de libre-échange des Amériques, ZLEA, fort heureusement torpillé en 2005 lors du sommet de Mar del Plata. Un projet ancien donc, qui semble depuis quelques années prendre une autre direction. Mais la dialectique nous alerte sur la nature contradictoire du réel et sur la possibilité pour une situation politique, pour un projet, d'être porteur d'un monde et en même temps d'un monde opposé. Disons que dans notre vision de l'Amérique latine, ce soir, je vais jouer le rôle du fâcheux, bien conscient que les réussites de la région ont été évoquées, le seront peut-être, et j'imagine sont connues de la plupart d'entre nous. L'intégration régionale est souvent décrite à gauche comme le vecteur de la nécessaire émancipation anti-impérialiste de l'Amérique latine, et c'est sans doute vrai. Mon ami Christophe Ventura expliquait dans la revue À Gauche, la revue du parti de gauche, au mois d'octobre 2012, que l'Amérique latine est, je le cite, le laboratoire de nouvelles formes d'intégration régionale qui cherche à bâtir la souveraineté et l'indépendance du sous-continent et de ses peuples face aux prétentions hégémoniques des puissances tutélaires traditionnelles de la région, États-Unis et pays européens. Il poursuivait ainsi, à travers l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, l'Union des Nations Sud-Américaines, l'ASUR, ou bien la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, les pays d'Amérique latine conçoivent les voies de l'intégration régionale par des mécanismes qui ne placent pas le marché et le libre-échange au cœur des processus, mais les principes de coopération, de solidarité et de complémentarité. C'est évidemment une possibilité défendue très sincèrement, je le pense, par une partie de l'arc politique latino-américain. Il faut donc la prendre très au sérieux. Néanmoins, sur le terrain, l'éventail des forces militantes et militants en faveur de l'intégration régionale est assez large. Il court d'Hugo Chávez, que vous connaissez, à José Manuel Santos, son homologue colombien de droite.
Il va de Pepe Mujica, le président uruguayen, un ancien guerrillero, à Sébastien Piñera, le président chilien, un grand patron. Il va des mouvements sociaux à la majorité des organisations patronales de la région, notamment brésilienne. Une telle réalité ne doit-elle pas nous alerter sur l'existence d'une autre possibilité concernant les efforts actuels visant à intégrer la région, un horizon peut-être tout aussi atteignable que le premier, et surtout compatible, du moins dans un premier temps, avec les projets portés par la vision progressiste. Aussi, le très libéral Cristóbal Pacheco Vélez se félicite lui aussi des progrès de l'intégration régionale sur le site Marco Trade News, mais pour des raisons différentes. Selon lui, le processus permettra, je cite, d'éliminer les entraves au libre-échange. En préparation à la 6e réunion ordinaire du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'UNASUR, qui se tenait le 30 novembre à Lima, le secrétaire général de l'organisation, le Vénézuélien Ali Rodriguez, a soumis aux participants un document intitulé « Les ressources naturelles comme axe dynamique dans la stratégie d'intégration et l'unité de nos pays ». L'idée semble assez naturelle, après tout, l'Amérique latine, on l'a évoqué ici, possède d'importantes réserves de ressources naturelles considérées comme stratégiques. Mais de façon à exploiter les ressources naturelles, il faut des infrastructures. Des routes, des fleuves navigables pour accéder aux sites d'exploitation et les relier aux ports permettant leur envoi vers l'Europe ou de plus en plus vers l'Asie. L'Amérique latine estime ainsi avoir besoin de construire des infrastructures à hauteur de 250 milliards de dollars par an, soit le PIB nominal du Chili, 4 fois celui de l'Équateur. Première conséquence, selon le quotidien El País, le phénomène constitue, je cite, une opportunité pour les entreprises espagnoles de construction qui cherchent désespérément de nouveaux marchés dans le contexte d'effondrement de leurs commandes dans l'immobilier public et privé en Espagne. L'intégration des infrastructures constituerait donc une invitation aux multinationales espagnoles. Mais, surtout, le choix stratégique de l'UNASUR a conduit son Conseil d'infrastructure et de planification, le COSIPLAN, à proposer, pour l'année 2012, de, je cite, poursuivre le travail de l'IRSA. Alors, qu'est-ce que l'IRSA ? L'IRSA, c'est l'initiative pour l'intégration des infrastructures régionales d'Amérique du Sud. Un projet lancé en 2000 et pensé au départ par la BID, la Banque interaméricaine de développement. Le projet était jusque-là embourbé dans de sérieux problèmes de financement et surtout de légitimité démocratique, parce qu'il plonge ses racines dans les réformes néolibérales des années 90. L'objectif ? Permettre l'exploitation des ressources et des populations sous l'égide de l'ALCA, la zone de libre-échange que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agissait donc d'une douzaine de projets visant à établir des axes de circulation routiers, ferroviaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest et vice-versa. Héctor León Moncayo, dans la dernière livraison de la publication américaine Movimiento, explique, je le cite, « À mesure que croît le poids du Brésil et que diminue celui des États-Unis, au sein de l'IRSA, la connexion est-ouest a pris plus d'importance que celle qui va du nord au sud. » À partir de là, l'IRSA devient un projet poussé par la bourgeoisie pauliste, la bourgeoisie de São Paulo, lui permettant de repousser les barrières physiques, juridiques, sociales, la tenant trop éloignée des ressources naturelles latino-américaines, de ses sources d'électricité. Il faut savoir qu'à l'époque, le Brésil se démène contre d'importantes coupures d'électricité. Et des barrières qui l'éloignent de la façade pacifique vers laquelle se réoriente son commerce. Au cours de la dernière décennie, la Chine est devenue le principal partenaire commercial du Brésil. Ainsi, selon l'analyste uruguayen Raúl Zibecki, cette modification profonde de la géographie ne vise pas l'intégration du continent, mais bien à le relier aux marchés mondiaux. Le projet de l'IRSA repose en effet sur le principe de l'intermodalité, elle-même une conséquence de la révolution des conteneurs, le système qui permet le transport terrestre, aérien, fluvial d'une marchandise avec la plus grande fluidité possible. Mais Moncayo, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, rappelle une lettre du président Evo Morales à l'ancêtre de l'UNASUR, qui s'appelait la Communauté sud-américaine des nations en 2006. Morales insistait sur le fait que la communauté naissante ne pouvait se consacrer, je le cite, à des projets d'autoroutes de crédit qui finissent par favoriser principalement les secteurs liés au commerce mondial. Mais même si l'UNASUR ne s'y consacre pas, est-ce que l'Union ne flirte pas avec ce danger en décidant de reprendre le projet de l'IRSA? Au final, qu'il s'agisse d'œuvrer au développement économique pour sortir l'Amérique latine de sa situation de dépendance, un projet véritablement soutenu par tout un tas de gouvernements, j'insiste là-dessus, ou bien pour tirer profit de la richesse de la région, que l'on soit un dirigeant de gauche ou un patron de multinationale, le point de départ est aujourd'hui étonnamment proche.
Il faut, dans un premier temps, développer des infrastructures afin d'exploiter les ressources naturelles. Chacun y met donc du sien afin de créer le cadre le plus favorable à ce développement. Et lors d'un récent sommet, du sommet de Cadiz, les sommets ibéro-américains de Cadiz, Antonio García Ferrer, vice-président de la société espagnole ACS, ajoutait et expliquait « Pour investir, nous avons besoin de stabilité politique et de sécurité juridique ». C'est ce que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, appelait lui des règles du jeu claires, une expression qu'on retrouve assez souvent dans la bouche de Laurence Parisot et qui désigne plus ou moins la certitude pour les patrons qu'on ne va pas trop les déranger. En novembre 2012, le Wall Street Journal allait un peu plus loin dans l'analyse du phénomène. Il expliquait, je le cite, « Le retour à la démocratie en Amérique latine a permis d'atteindre une plus grande stabilité politique et de favoriser les investissements. » Autrement dit, la relégitimation nécessaire de la démocratie en Amérique latine, une démocratie qui souffrait de pactes de transition ayant laissé au pouvoir des élites qui pérennisaient des modèles d'exploitation mis en place par les dictatures, eh bien, cette régénération de la démocratie est porteuse de paix sociale, très bien, mais dans la mesure où on ne pousse pas pour son dépassement, le dépassement de sa forme libérale, elle pourrait également être porteuse de marchés plus sains, participant à ce que l'on pourrait décrire comme un processus de modernisation capitaliste. Certes, la démocratie latino-américaine a bien des leçons à nous apprendre aujourd'hui, surtout à des pays comme la Grèce, pourquoi pas la France, mais le processus d'intégration tel qu'il se conduit aujourd'hui conduit chacun à mitiger ses ambitions, ses horizons politiques pour se mettre d'accord avec ses voisins, à émousser peut-être sa radicalité. Olivier Daben, qui est un latino-américaniste qui sévit du côté de Sciences Po et qu'on ne saurait taxer d'idolâtrie marxiste, explique que la communauté latino-américaine des nations est pilotée par une troïka constituée de pays exerçant la présidence accompagnée de son prédécesseur et de son successeur. La situation en 2012, vous aviez le Venezuela, le Chili et Cuba. Et Daben de souligner l'illustration d'une certaine capacité, assez nouvelle en Amérique latine, à faire progresser la recherche de l'intérêt général au-delà des différents politiques. L'heure est au pragmatisme et à la flexibilité, ce qui représente un progrès pour la région. Lorsque les gens de Sciences Po vantent le pragmatisme et la flexibilité, ce n'est jamais un gage de transformation sociale. Pour conclure, il me semble important d'observer qu'un phénomène nouveau a lieu. J'ai parlé tout à l'heure du sommet ibéro-américain du 15 novembre à Cadiz. Le Monde titrait à ce sujet récemment « Espagne et Amérique latine échangent leur rôle ». Et le quotidien du soir expliquait « C'est la péninsule qui appelle à l'aide en espérant que se multiplient les investissements ». Le Wall Street Journal rappelait de son côté que les sociétés latino-américaines ont annoncé des investissements équivalents à 10 milliards d'euros en Europe, de loin le niveau le plus haut depuis 1995. Les multinationales latino-américaines remplaceront-elles bientôt leurs homologues européennes? Et si oui, les salariés et les populations ont-elles vraiment à y gagner? En 2006, Zibeki, qui parlait de l'IRSAM, que j'évoquais tout à l'heure, soulignait sa spécificité. Il s'agissait d'un type d'intégration né dans le Sud, profitant aux élites du Sud. Il se pourrait donc, et c'est ma conclusion volontairement un peu polémique dans le cadre de cette soirée, il se pourrait donc qu'indépendamment de la vocation impérialiste du capital venu du Nord, celui des multinationales européennes par exemple, celui installé au Sud soit capable lui aussi de faire couler les veines de l'Amérique latine. Que finalement, un processus de spoliation du Sud par le Nord se voit remplacé par un autre de spoliation du Sud par le Nord. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.